Nous n'allons pas lâcher l'affaire. C'est comme un cher compatriote, mais c'est bientôt blessé. Et comme les humains de l'autre, passe à la mort de la plus. Au fond, il accuse la rétention. Selon les Russes, la République se prostitue. Sur le trottoir des dictateurs, la paix par l'Afrique non plus. Nos dirigeants sont les menteurs. On jette les miettes de prolétaires. Juste l'histoire de l'économie. Ils en préparent pas trop millionnaires. Trop de précieux pour leur société. C'est pour comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider. Les problèmes du président. Chers camarades, chers lecteurs, chers citoyens. Vous savez, quand on aborde les problèmes africains, on revient souvent sur ces derniers temps les mêmes mots. Les mots de médiation, les mots d'opposition religieuse, les mots de rébellion, le désarmement, les constitutions s'il faut les maintenir ou les modifier. Vous voyez, en fait derrière tout ça, on ne prend pas suffisamment de mettre le doigt sur quelque chose. Ce qui est en jeu, c'est le pillage de nos richesses. L'Afrique est riche mais pillée et observée partout sont les crises. Pendant que la guerre sévit, est-ce que les lieux où les richesses sont exploitées sont touchés? Jamais. Quand la crise a battu son plein en Côte d'Ivoire, le cacao s'est arrêté? Ah non, on a continué. Est-ce que le pétrole a arrêté en Centrafrique? On continue. L'or, l'uranium et tout le reste. Voilà. C'est pour dire, nous, Africains, soyons aussi attentifs, tout en nous battant à ce qu'on préserve ce qui doit nous servir demain à bâtir notre avenir, les richesses. Échanger sur cette question de changement de constitution et pas seulement de révision de l'article pour ceux qui veulent rester président à vie. Alors nous avons l'expérience du Congo, celle de la RDC, celle du Burundi pour l'année qui vient et celle du Burkina. Le Burkina qui est en train de montrer de manière exemplaire par la mobilisation populaire comment on peut contrecarrer. Il y a le Cameroun. Je crois que c'est un thème qu'il faut qu'on inscrive pendant ces journées-ci. Une pétition contre les changements constitutionnels en Afrique. Alors, quand on prend l'exemple de plusieurs pays en Afrique où on voit différents présidents qui essaient de changer la constitution pour se maintenir président à vie, alors on mène des actions pour essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour que tout ça, ça change. Et que l'Afrique par exemple, en ce moment, il y a combien de présidents qui essaient de faire ce changement? On a par exemple l'exemple du Burkina Faso. C'est un cas qui est tout récent et donc ça c'est pas des exemples à suivre. Voilà. Et alors d'après vous, pourquoi est-ce que eux c'est pour se maintenir au pouvoir évidemment, et qu'est-ce que les peuples voudraient rapporter? Mais les peuples au niveau des populations, parce que c'est les populations qui en pâtissent. Et moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire, j'ai vu combien mon pays a souffert par rapport à tout ce qui est
intérêts personnels de ces différents présidents-là. Et alors, j'aimerais que ça change et qu'à l'avenir, il y ait une autre mentalité pour un développement de l'Afrique qui est le continent d'avenir. Voilà. Je remercie le professeur Issa Ndiaye qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi pour cet important débat, échange que nous allons avoir pour connaître un peu les raisons de ce qui se passe au Mali. Qu'est-ce qui se passe exactement au Mali? En fait, c'est ce qu'on voudrait savoir. Merci à vous tous de vous être donné quand même le mal d'être là aujourd'hui sur un sujet qui est d'actualité et qui, à mon avis, n'intéresse pas que l'Afrique parce que c'est pas que le Mali, c'est malheureusement tout l'espace subsaharien. Qu'est-ce qui se passe au Mali? C'est à la fois actuel, simple et compliqué. Parce qu'il y a des dimensions multiples qui se sont greffées à un problème à l'origine qui semblait être apparemment simple selon la lecture que les gens en faisaient habituellement. Mais ce qui s'est compliqué au fur et à mesure, je vais essayer de vous décrire les principales dynamiques. Simple parce que souvent, quand on écoute les gens, on a l'impression que la rébellion, le problème malien est parti d'une question de rébellion. On parle de rébellion Touareg. Le Touareg qu'on présente comme étant une minorité opprimée dans le cadre donc de la République du Mali depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Minorité brimée, identité réprimée, culture ensevelie. Bref, on a créé tout un mythe autour donc de ce problème, les hommes bleus du désert, qui en quelque sorte respirent et expirent la liberté, qui ne veulent pas être contrôlés, qui vivent dans un espace idyllique et qui ont été colonisés dans un premier temps par les Français, dans un second temps par des Noirs du Sud, et qui les ont réduits à la misère. Et donc de plus en plus, ce mythe-là, c'est en Europe qu'on l'a construit, malheureusement avec le concours de chercheurs, d'anthropologues, etc., qui ont fabriqué ce mythe avec le soutien de lobbies politiques bien précis, et qui font aujourd'hui quelque peu recette en Afrique et en Europe. Nous allons y revenir. Mais il faut déjà dire qu'il n'y a pas eu qu'une rébellion. Nous en sommes à la 4e rébellion. La première rébellion, c'est à partir des années 1963. Et à l'époque, avant les indépendances, pour donner un éclairage historique, tout à la fois historique et géopolitique, la France avait voulu créer un vaste territoire comprenant le sud de l'Algérie, une partie de la Mauritanie, le nord du Mali, le Niger, une zone qui s'étendait jusqu'au Tchad, et qu'il avait appelé l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. Il y a même une loi qui a été votée en France pour créer cette entité-là. Et au moment des indépendances africaines, la France ne voulait pas céder cette partie de l'OCRS aux nouveaux États souverains qui étaient appelés à naître. Mais ce projet-là a échoué. Et la France déjà avait pris les dispositions au niveau du bureau des recherches minières de faire la géologie de toute la région. Donc elle savait très bien qu'est-ce qu'il y avait dans le sous-sol de cette partie du Sahara. Toutes sortes de métaux précieux,
toutes sortes de minéraux, du pétrole, du gaz, de l'or, de l'uranium et finalement de l'eau. Donc elle avait ce donné-là. Donc en se retirant, la France a posé les jalons des différentes rébellions qui allaient se succéder en disant, déjà en cherchant à opposer les populations blanches et noires, en disant aux populations blanches, par population blanche j'entends les Touaregs, les Arabes et les Maures, en leur disant vous n'allez pas vous laisser dominer par des Noirs. Et en se retirant, la France a armé des tribus de population blanche. Deuxième fait, elle a essayé aussi d'opposer la population blanche entre elles, arabes et Touaregs notamment. Et donc, les jalons du conflit qui allaient se développer jusqu'à nos jours existaient déjà au début des indépendances. Et cette première rébellion va partir de 1963, va naître en 1963, mais elle sera vite réglée par le nouveau régime qui va utiliser à la fois des moyens militaires et des moyens politiques, en ne faisant pas l'amalgame entre les rebelles et toutes les tribus touaregs. Parce qu'il faut dire que historiquement, toutes les rébellions sont parties de la tribu de Kidal. Et cette tribu de Kidal, en nombre fait à peine 1% des Touaregs. Et le MNLA lui-même ne représente pas tout Kidal. Et si on veut mettre ça en échelle par rapport aux populations, les Touaregs sont à peu près 500 000 au Mali. Les statistiques parlent de 850 000 au Niger, donc un peu plus nombreux au Niger qu'au Mali. Il y en a aussi en Algérie, il y en a aussi au Burkina, et il y en a maintenant au Mauritanie. Ça veut dire qu'ils sont dilués un peu dans cet espace-là, mais il faut dire que ce ne sont pas tous les Touaregs qui sont des rebelles, et ce ne sont pas tous les Touaregs de Kidal qui sont également des rebelles. Donc, première rébellion en 1963, je disais il va y avoir à la fois un traitement militaire et un traitement politique. Ce traitement politique va consister à informer, à débattre largement avec les communautés touaregs autochtones pour isoler le mouvement rebelle. Et politiquement, donc, cette rébellion va être isolée. Et donc, elle va être finalement vaincue facilement sur le plan militaire. Et à l'époque, il faut souligner, grâce aussi à la coopération de l'Algérie, parce qu'à l'époque, le mouvement de libération nationale avait une base à Gao, dans le nord. Donc, on ne va plus entendre parler du mouvement de rébellion touareg jusqu'au début des années 90. Vers les débuts des années 90, où une vague de jeunes touaregs allaient un peu à l'aventure dans les guerres civiles au Sahara espagnol, au Liban, dans les guerres civiles au Tchad, un peu partout. Donc, qui rentrent, après avoir maîtrisé les techniques de la guerre, qui se révoltent en 90. 90-91, la chute de Moussa Traoré. Et on va aller vers des accords qui vont être signés en Algérie et qui vont permettre donc à ce mouvement-là de se calmer temporairement. Après avoir accordé des privilèges à ses dirigeants, notamment en intégrant une bonne partie dans l'armée avec des grades d'officiers sans avoir fait d'école militaire, en recrutant bon nombre d'entre eux au niveau aussi de la fonction publique, bref, et en essayant aussi de nommer un gouverneur touareg à Kidal. On va apaiser la situation comme ça.
troisième rébellion, pour aller un peu vite, qui va commencer un peu au-delà des années 2000, 2003, 2004. Et il va aboutir à un accord qui va poser problème. Parce que dans cet accord qui a été signé à l'époque, on a décidé donc, dans cet accord, le gouvernement malien a décidé de démilitariser cette partie du territoire national. Je pense que c'est ça qui va être l'erreur fondamentale et qui va permettre le développement prodigieux de toutes sortes de situations difficiles qui vont aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, démilitarisation de la zone, ça veut dire que c'est devenu un no man's land où vont se développer pas mal d'économies souterraines. D'abord, trafic de marchandises, toutes sortes de marchandises. Et c'est Kidal qui inondait le marché de Gao, et souvent c'est des marchandises qui venaient des pays du Golfe. Donc qui coûtaient moins cher, et souvent des militaires venaient de Bamako pour aller se ravitailler à Kidal en denrées, lait et sur tout ce qu'ils veulent, parce que ça coûtait pas cher. Donc d'abord des trafics assez innocents, trafic de marchandises, trafic d'armes et de munitions, trafic de drogue, trafic d'otages. Et ça va devenir un enjeu économique important. Ces différents trafics vont en quelque sorte dessiner les contours de l'économie locale. Et je pense qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas ces enjeux, en réalité, cette dimension, c'est cette bagarre au niveau de Kidal, pas seulement avec l'armée malienne, mais entre les groupes Touareg. C'est l'enjeu fondamental, c'est le contrôle des routes du trafic. Parce que qui contrôle ces trafics-là, notamment aujourd'hui de la drogue, c'est une source énorme de revenus. Donc, je disais, démilitarisation de la zone, conséquences dramatiques, qui va se découpler avec la guerre civile en Algérie. L'armée algérienne va bousculer les islamistes algériens, mais comme c'est un no man's land au Mali, il n'y a pas d'État, ce n'est pas contrôlé par l'État, ces djihadistes-là vont se replier dans le nord Mali et s'installer là. Donc il va y avoir une osmose entre les différents groupes rebelles et ce qui va donner naissance plus tard dans un premier temps au GIA et finalement AQMI avec ses différents démembrements. Donc la situation va se compliquer parce qu'on va avoir les groupes rebelles Touareg, Arabes, on va avoir les AQMI, les djihadistes d'AQMI, on va avoir d'autres groupes qui vont venir s'ajouter, tels que le Moujao, qui est un melting pot où vous allez avoir des gens de toute nationalité. Il y a dedans des Sénégalais, des Mauritaniens, des Nigériens, des Béninois, il y a même des Béninois, il y a tout le monde dedans. Comme c'est un champ assez vaste, c'est un no man's land, chacun va y venir pour essayer plus ou moins de satisfaire un peu son goût d'aventure, ses rêves, ses fantasmes, ou simplement les affaires. Et tout cela dans un contexte d'affaiblissement progressif de l'État, de crise du système démocratique malien, parce qu'on a parlé en 91 de l'exemple malien, en disant une démocratie, bien sûr, à l'époque il y a eu des révoltes populaires qui ont abouti à la chute de la dictature. Il y a eu un processus de démocratisation comme on a partout constaté en Afrique, mais il faut dire que ces processus de démocratisation ont largement échoué, en tout cas dans le cas malien. Nous qui étions au Mali, nous savions très bien que la démocratie malienne ne marchait pas et qu'elle allait s'effondrer.
elle allait s'effondrer à un moment ou à un autre. Donc c'est dans cette situation de déliquescence progressive de l'État que le mouvement, donc les différentes rébellions vont prendre corps. Mais parmi ces groupes rebelles, il y en a un qui va faire de tout temps l'objet d'attention particulière de la part des services secrets français. Services secrets français, notamment à travers le MNLA. Il ne faut pas, donc il faut se souvenir que quand il y a eu les offensives du MNLA, et que c'est à partir du territoire français qu'a été proclamée l'indépendance de l'Azawad. Il y a toujours eu une représentation MNLA en France, une représentation MNLA au Burkina Faso, une représentation MNLA en Mauritanie. Après, il y a eu des contradictions entre les groupes armés, notamment entre la fraction MNLA et la fraction AQMI et Moujaou, qui ont fini par vaincre militairement le MNLA et ils l'ont expulsé du territoire national. Curieusement, c'est l'armée burkinabé qui va entrer en territoire malien pour aller sauver les résidus du MNLA et les amener au Burkina, les soigner, les reconditionner. Une partie du MNLA va se réfugier en Mauritanie. Et à la même époque, il y avait une stratégie d'encerclement du territoire national par la France. Pratiquement, la France avait réussi à avoir des bases militaires tout autour du Mali. Elle va essayer de se rapprocher plus en créant une base de commandement des fameux COS à partir du Burkina et en construisant une base militaire à Nema, près de la frontière mauritanienne, évidemment avec l'appui des Américains. Donc progressivement, tout le territoire national va connaître des bases assez rapprochées qui vont être créées. Cela veut dire que de longue date, il y avait une stratégie militaire, en tout cas française, qui projetait d'intervenir pour essayer de contrôler cet espace. Je pense que les chercheurs français ont beaucoup écrit et publié là-dessus. La documentation existe assez abondamment. Et certains même vont jusqu'à dire que les dates d'intervention étaient connues bien avant le coup d'État intervenu en 2012 et que seulement on a essayé d'arranger les choses. Autre élément, 2 ans avant l'offensive Touareg, il y avait des vols quotidiens de cette partie du Mali, de la partie nord du Mali, et par l'armée française et par les États-Unis. Parce que déjà au temps de l'ATT, les Américains avaient installé une base d'écoute à Gao. Ils avaient une base tactique séparée, une base aussi à Bamako. Mais l'opinion malienne n'en savait absolument rien. C'est quand il y a eu, la rébellion a commencé donc à bouger un peu, que les Américains ont disparu un peu de Gao et ils sont allés se positionner donc au Burkina Faso. Bref, le survol quotidien permettait aux Français ou aux Américains de savoir ce qui se passait dans le nord du Mali, en termes d'effectifs, en termes d'armement, en termes de véhicules. Et donc quand l'offensive vers le sud va commencer sur Kona, ils avaient toute l'information. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'officiellement la France dit qu'elle est intervenue à la suite de la demande du Mali. On sait 2 choses. Et que cette demande-là a été rédigée par l'ambassadeur de France, antidatée, et qu'on a cherché le président de la République du Mali pendant 2 heures de temps pour lui faire signer cette demande d'intervention, mais qu'en fait les Français étaient déjà intervenus.
chose que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'en réalité, l'armée française était déjà à la base de Sévaré, quand les autres attaquaient à Kona, et qui ne sont pas venus du Burkina comme ils l'ont laissé entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas tout. On est tenté même de croire que, est-ce que cette offensive sur Kona n'était pas une offensive montée de toutes pièces? Parce qu'on assiste à une offensive où il y avait près de 4000 rebelles qui fonçaient sur Kona. Et curieusement, on n'en a pas vu les victimes. Les chefs se sont évaporés dans la nature. Rien de significatif. Je pense qu'il faudrait attendre peut-être les décennies à venir. Est-ce qu'on ne saura jamais la réalité de ces enjeux? Cela nous amène à dire que, en réalité, derrière cela, il y a toute une stratégie, une géostratégie. Et que peut-être ce qui se passe au Mali fait partie de cette stratégie, cette double stratégie qui a été conçue par les conservateurs américains, les néoconservateurs américains, la stratégie du chaos. Si l'on veut contrôler un espace, notamment riche en matières premières, il faut créer le chaos. Il y a aussi derrière cette stratégie du chaos une volonté de redessiner la carte du monde. On a vu ce qui se passe en Afrique, même si on remonte plus loin jusqu'en Afghanistan. On parle de terroristes, de rebelles armés, on parle de Hakmi. On sait comment Ben Laden a été créé et par qui. On sait comment les rébellions islamiques se sont étendues partout. Et on est en droit de se poser des questions. Mais diable, ces gens-là, d'où est-ce qu'ils viennent? D'où viennent les armes? D'où viennent les munitions? D'où vient le carburant? D'où viennent les moyens financiers qu'ils ont? Et là, il y a des acteurs arabes qui apparaissent, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui par hasard sont les alliés stratégiques des Occidentaux dans pas mal de conflits qui ont été créés au Moyen-Orient. Donc on est en droit de se demander, est-ce qu'il n'existe pas une géopolitique et une géostratégie à l'échelle des puissances occidentales qui font que le Mali est devenu le centre d'un enjeu autour de l'espace sahélo-saharien. Jusqu'où ça va s'arrêter? Les États maliens et les États africains voisins notamment, qui en quelque sorte coopèrent avec cette stratégie, peut-être ne comprennent pas qu'un jour leur propre tour va arriver. Et que peut-être que déjà le Niger sent la tempête, l'Algérie aussi est plus ou moins menacée. Donc il y a des risques de déstabilisation de toute la sous-région. Ce qui fait que le problème malien est devenu pas seulement un enjeu régional, je veux dire un enjeu africain, un enjeu mondial. J'ai oublié de parler rapidement des conséquences de la guerre en Libye. C'est ce qui est advenu au Mali, parce que les derniers rebelles qui sont venus faisaient partie de la légion islamique de Kadhafi. Et là également, il y a une faute politique de ATT qui a fait que ces rebelles venus de Libye rentraient en pleine offensive de l'OTAN. Pourtant l'OTAN les a vus rentrer, on ne les a pas attaqués, on les a laissés passer. Là aussi certains chercheurs se posent la question de savoir quel est le deal, quel était le deal entre ces Touaregs lourdement armés et les pays de l'OTAN pour laisser partir des gens aussi lourdement armés. Le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Ils sont entrés donc par le Niger, et c'est le président malien de l'époque qui a dit au président nigérien laissez-les passer. Et quand ils sont arrivés au Mali, au lieu de les désarmer, il les a reçus même en fêtant bonne Michui ou autre, peut-être pensant par la ruse les désarmer,
Mais c'est des gens, pour certains, qui sont partis depuis gamin, il y a 20 ans. La plupart des chefs du MNLA, il y a 20 ans, les chefs militaires, il y a 20 ans qui sont partis du Mali. Ils étaient tout gamins. Certains même ne parlent même plus la langue tamaché, qui parlent arabe. Arabe et anglais. Donc ils ne connaissent pas le pays. Et je pense que pour avoir une lecture fine de cette rébellion, il faut dire aussi ces jeunes qui sont venus, qui sont allés à l'aventure, parce que les sociétés touareg traditionnelles sont des sociétés féodales, à dominante donc esclavagiste. Il y a des touaregs qui sont noirs, qu'on appelle les Beulas, qui sont les esclaves des touaregs blancs, qui sont plus nombreux. Donc ces jeunes qui sont venus prétendent conquérir la hiérarchie, la chefferie traditionnelle. Ça aussi, ça crée des conflits internes entre les différents groupes réunis. Pour l'instant, la chefferie traditionnelle à Kidal, qui essaie de contrôler la chose, le vieux chef traditionnel à Kidal a un de ses fils qui est dans le MLLA, un de ses fils qui est dans le HUA, et maintenant, en fonction des circonstances, on fait monter l'autre au devant de la scène ou vice-versa. Donc on a l'impression qu'il y a toute une myriade de rébellions, mais en réalité, on voit les gens circulent d'un mouvement à un autre en fonction des intérêts du mouvement. Ce qui rend aussi la lecture compliquée. Dernier élément, c'est l'attitude incompréhensible des Occidentaux, notamment de la France, par rapport à un des chefs militaires les plus lourds, en la personne de Iyad Agali. Iyad a eu un parcours au Mali. Il a été conseiller du président ATT, qu'il a nommé par la suite consul en Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite, il a disparu. Il s'est retrouvé au Pakistan, où il s'est formé militairement. À un moment, certaines sources disent qu'il était contrôlé par les services secrets algériens. Il semble avoir échappé à leur contrôle. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a un pacte, il semble qu'il y ait un pacte entre lui et les Français. Certains chercheurs avaient estimé que cela était dû au fait que des rebelles, bon, des djihadistes détenaient des ressortissants français. Mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre, parce qu'il y a longtemps qu'il est localisé, Iyad. On sait où il est. Mais ça n'a jamais fait l'objet de frappe de la part de Serval ou de Barkhane qui a pris la relève. Pourquoi il est devenu un intouchable? Pour quel motif? Donc il y a des non-dits dans cette situation et qui compliquent à souhait les négociations d'Alger. Je vais terminer par là. Parce que le phénomène auquel on assiste à la multiplication des groupes rebelles. Parce que les gens se disent, pourquoi faire tant de faveurs à une minorité? Parce qu'elle a eu peut-être le courage de prendre les armes. Pourquoi ne pas prendre les armes nous aussi? Donc ce qui fait que on assiste de plus en plus à la création de groupes rebelles. Phénomène encore plus inquiétant, c'est que ce n'est plus au nord qu'il y a des velléités d'autonomie, voire d'indépendance. Le mouvement risque de faire tâche dans le sud aussi du pays. Parce que les gens se disent, pourquoi accéder aux revendications du MLLA, qui a déjà eu des privilèges, et pourquoi continuer à aller en quelque sorte dépenser les ressources du pays dans une seule région, qui n'est pas la région la plus pauvre du Mali, contrairement à ce qu'on dit. Là aussi, il y a des statistiques, des recherches ont été faites.
qui montre que si on prend les investissements qui ont été réalisés dans toute la région du Mali, c'est Kidal qui a reçu le plus d'investissements. Pourquoi, curieusement, ça n'a jamais servi à rien à Kidal? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, le problème en termes d'alternatives, c'est que, de mon point de vue, l'erreur fondamentale du gouvernement actuel malien, c'est de n'avoir pas compris qu'il était impératif d'abord de trouver un consensus national au Mali à travers des assises nationales où les Maliens se seraient parlé entre communautés de base et auraient trouvé solution et auraient pu en quelque sorte minoriser tous les groupes armés, parce qu'en réalité les différents groupes armés qui parlent au nom des communautés ne les représentent pas. Les communautés l'ont dit suffisamment. Et même ceux qui viennent se dire, ceux qui partent maintenant à Alger pour dire nous représentons leur communauté, ils parlent à leur nom, pas au nom des communautés. Mais bon Dieu, pourquoi donnerait-on pas la parole aux populations elles-mêmes? Bien sûr, on comprend les hésitations du gouvernement malien parce que la classe politique est complètement discréditée. Donc si on faisait les assises nationales, il est sûr que le peuple malien allait congédier cette classe politique de la scène politique malienne. Évidemment, les gens n'en veulent pas. Mais je pense que c'est une des solutions fondamentales. Parce qu'il est possible de trouver des solutions entre les communautés, entre Maliens, pour aller dans les accords d'Alger. Mais on est allé dans les accords d'Alger sans accord national, sans stratégie de négociation. Et aux dernières nouvelles, ce qui se passe à Bamako, c'est qu'il y a des pressions françaises qui s'exercent directement sur le gouvernement au Mali, notamment le ministère chargé de la décentralisation, où on est en train d'élaborer un schéma de décentralisation assez poussé. Donc tout le monde voit Alger, mais je pense que la réponse à cette situation est en train d'être dessinée par la France et à Bamako même, à travers des schémas de décentralisation dont la France est la seule maîtresse d'œuvre. Donc ce sont ces enjeux multiples, la question est complexe, mais je pense qu'au fil des débats, nous aurions peut-être à approfondir tel ou tel aspect de la situation. Merci pour votre attention.